1962. Le monde vit la crise de Cuba, l'indépendance de l'Algérie, la première apparition des légendaires Beatles. Et au milieu de tout ça, germe dans la tête de deux frères l'idée de créer une Ferrari du peuple. Alors, pour comprendre cette histoire, je vous propose de faire un tour vers le protagoniste caché de cette histoire, Enzo Ferrari. Il a commencé les courses automobiles très jeune. C'était un bon pilote, mais ce n'était pas non plus Lewis Hamilton. Ce qu'on va remarquer dans ses années de pilote est qu'il aimait bien diriger, contrôler, il aimait la bagnole. Alfa Romeo va donc vite le repérer. Alors Alfa Romeo est une marque qui existe encore aujourd'hui, mais qui fait des voitures pas ouf. Récemment, en 2025, il y a l'Alfa Romeo Giulia qui est sortie. Alors c'est une bonne voiture, c'est pas non plus une voiture de ouf. Mais à l'époque, en 1924, ils ont gagné le Grand Prix d'Europe à Lyon, le Grand Prix d'Italie à Monza. Bref, il faisait partie des meilleurs constructeurs de l'époque. Enzo Ferrari va donc rejoindre l'écurie Alfa Romeo. Il fait quelques années là-bas, tout se passe bien. En 1929, il décide de créer sa propre écurie de course, la Scuderia Ferrari. En 1933, Alfa Romeo se retire des courses parce qu'il commençait un peu à s'essouffler, ce qui fait que la Scuderia Ferrari prendra le relais et deviendra la branche officielle des courses pour Alfa Romeo. Et on arrive à la fin des années 30. L'histoire est compliquée, mais tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il y avait des différends entre Alfa Romeo et Enzo Ferrari. Ce n'est qu'en 1947 qu'ils vont se séparer pour cause de désaccords. Et puisque la Seconde Guerre mondiale était finie, il va se passer deux choses. Premièrement, l'entreprise Ferrari crée sa toute première voiture, la Ferrari 125S, qui était un banger absolu. Tout le monde voulait acheter une 125S. Et de l'autre côté, la Scuderia Ferrari est partie faire des courses parce qu'ils adorent faire ça. Alors, il ne faut pas confondre la Scuderia Ferrari et l'entreprise Ferrari. La Scuderia Ferrari, c'est pour tout ce qui est course auto, comme Le Mans, la Formule 1, avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Et l'entreprise Ferrari, c'est pour tout ce qui est voiture pour les gens normaux, comme la F80 qui est sortie récemment. Donc, Ferrari dans les années 40, 50, tout se passe bien. Et on arrive au début des années 60. Enzo Ferrari veut élargir sa clientèle. Et quand on veut élargir sa clientèle, il nous faut une marque populaire, une voiture pour le peuple. Et ça, Enzo va vite le comprendre. Mais attention, il n'allait pas vendre cette voiture avec le badge Ferrari. Non. Il fait donc appel aux frères d'Onura et de jeunes entrepreneurs ayant le coffre de Picsou. Ferrari leur a donc confié le projet et le droit de production pour créer une marque à part. Et c'est ainsi qu'en 1962, naît la marque ASA, marque qui va faire faillite très fort quelques années plus tard. La 5000 GT fait partie des rares voitures, si ce n'est la seule, à avoir un V12 en version miniature. Je m'explique. À la base, Enzo Ferrari a demandé à son ingénieur Colombo de travailler sur un moteur beaucoup plus petit. Résultat, 4 cylindres en ligne de 1032 cm3 et littéralement un V12 coupé en 4. Et ce moteur de 4 cylindres développé 91 chevaux. Alors ça peut faire rire, mais à l'époque c'était vraiment impressionnant puisque c'était un tout petit moteur. Et puisque la voiture ne pesait que 720 kg, la voiture avait une vitesse de pointe de 180 km/h. Pareil à une Renault Dauphine qui est sortie dans les mêmes années, c'était une petite fusée à côté. Ce moteur avait une autre caractéristique, il aimait monter dans les tours, c'était donc nerveux et joueur. Et quand on la conduisait, on avait vraiment l'impression de conduire une Ferrari, mais en moins compliquée. Là où la Ferrari demande de la maîtrise, la 5000 GT était plus douce, plus civilisée comparée aux autres. C'était donc une vraie sportive de l'époque, sauf qu'elle coûtait aussi cher qu'une Ferrari. La 5000 GT était un chef-d'œuvre roulant. Elle a été dessinée par Giorgito Giugiaro. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mec derrière la DeLorean MC12, la BMW M1, la Bugatti EB110 et même la Fiat Panda.
Bref, c'est une légende du design auto. La ZA1000 GT avait donc, je cite, une ligne compacte mais élégante, un long capot, un design élégant. Ils ont un peu abusé, mais bon, pourquoi pas. L'intérieur était aussi raffiné. Bois, cuivre, on avait vraiment l'impression d'être dans une GT italienne et non dans une citadine pour les classes moyennes. Donc sur le plan style, elle n'avait rien à envier aux autres marques comme Porsche avec la 911 ou Ferrari avec la 250 GT ou GT. En fait, c'est ça le problème. Elle ressemblait trop à une Ferrari. C'est comme acheter une fausse Rolex et elle est belle, elle n'est pas assumée. Alors pourquoi cette voiture qui avait un moteur Ferrari, un design signé Giugiaro Giugiaro, n'a pas trouvé son public? Déjà le prix, c'est aussi cher qu'une Ferrari d'entrée de gamme. Alors si tu avais les moyens, pourquoi acheter une fausse Ferrari? Ensuite le positionnement. Elle était trop chère pour les gens normaux et pas assez prestigieuse pour les riches. En marketing ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Et enfin l'image. Rouler dans une voiture de sport, c'était pour montrer qu'on avait un gros moteur. Et ça, malheureusement, la ZA1000 GT ne pouvait pas l'offrir. Et malheureusement, la ZA1000 GT ne trouvera pas son public et disparaîtra. Et même destin pour la marque ASA, qui 10 ans après sa création, disparaîtra englouti par les dettes. Alors que reste-t-il de la ZA1000 GT aujourd'hui? Puisqu'elle a été vendue à moins de 100 exemplaires, elle est devenue une rareté absolue. On la retrouve que dans les musées et dans les ventes aux enchères spécialisées. Parce que pour les collectionneurs, ce genre d'histoire va de l'or. En 2013, une s'est vendue chez RM Shelby à 160 000 euros et aujourd'hui, certaines peuvent dépasser les 200 000 euros selon l'état. Mais attention, elle reste une voiture de collection de niche. Elle n'a pas la même aura que les Ferrari 250 GTO ou Porsche 911. La ZA1000 GT n'était pas forcément un succès, mais c'était une bonne histoire et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour devenir une légende. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Peace.